soir, qui, comme certaines de nos conférences passées, a pour but d'être à la fois en réaction à l'actualité, mais aussi en recul par rapport à l'actualité, savoir la mettre en perspective. Donc je remercie beaucoup Muriel Domenac d'avoir accepté de venir. Elle a beaucoup de titres dans sa carrière. Et je citerai le dernier qui est le plus pertinent, si je puis dire, pour ce soir, c'est-à-dire l'ancien ambassadeur de France à l'OTAN. Elle a beaucoup à nous dire sur l'OTAN, bien sûr, mais plus globalement sur le rapport de force et aussi sur les scénarios d'avenir que l'on peut avoir. Et Nicolas Tenzer, que je remercie tout autant, lui aussi de s'être libéré dans des brefs délais. Lui aussi, vous le connaissez bien, ne serait-ce que parce que nous avons fait une conférence ici même avec lui autour de son livre, déjà sur l'Ukraine, mais c'était évidemment avant les dernières évolutions liées notamment aux élections américaines. Et donc, je voudrais dire d'abord en introduction que la situation elle est inédite à plus d'un titre, mais elle est déjà inédite par son caractère changeant. J'ai essayé d'écouter la radio juste avant de venir, et il est possible que les choses que nous disions ce soir puissent demain, non pas varier par ce que nous avions à dire, mais en tout cas par le contexte et le changement du contexte. Nous savons tous que cette situation vient du changement de présidence aux États-Unis, mais je crois qu'il faut déjà dire deux mots sur cette question-là, c'est-à-dire une sorte de nouveau paradigme auquel on est obligé tous de se caler. Et quand je dis tous, c'est d'abord les gouvernants du monde, mais c'est aussi les opinions publiques, les analystes, c'est-à-dire nous assistons finalement à une sorte de double dimension du changement. D'abord un changement de paradigme de la politique étrangère américaine, il faut le mesurer et voir dans quelle mesure c'est un changement de paradigme complet ou partiel. Ça c'est la dimension structurelle. Mais il y a aussi une dimension structurelle du changement qui est le changement de cap quotidien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du changement de cap avec un grand C, nous avons tous les jours des changements de cap avec un petit c, si je puis dire. Et bien entendu, le dernier épisode, c'est finalement un épisode qui semble plutôt positif, c'est-à-dire un réchauffement dans la relation entre les États-Unis et l'Ukraine, réchauffement relatif bien sûr, mais qui fait quand même contraste avec ce qui s'était passé dans le bureau ovale la semaine dernière et qui a été une espèce de choc pour le monde entier. Donc première réflexion, je dirais, méthodique et méthodologique, c'est la réflexion sur le changement dans les relations internationales. Si on a en tête des crises précédentes, elles n'ont jamais ce caractère double de changement structurel et de changement conjoncturel perpétuel qui évidemment désoriente l'ensemble des acteurs. Donald Trump d'ailleurs en fait finalement une sorte de marque de fabrique, il le revendique comme étant une espèce de méthode de deal, et nous sommes bien obligés en quelque sorte nous caler sur cela pour essayer d'avoir une compréhension et pour les gouvernements du monde pour fixer justement un cap au milieu de la tempête. C'est un premier point. Le deuxième point, là aussi va interpeller Muriel Domenac et Nicolas Tenzer, c'est finalement les paradigmes de relations internationales valides dans ce type de circonstances. On a l'habitude d'opposer les réalistes alors soit aux juristes, aux idéalistes, aux pacifistes, vous choisirez les mots que vous voudrez. Et dans les circonstances actuelles, on peut avoir de temps en temps le sentiment que l'école dite réaliste, je mets des guillemets, triomphe en disant, ben, vous voyez, in fine, c'est toujours le rapport de force qui compte, les kantiens sont des naïfs, il n'y a pas de projet de paix perpétuel possible, la domination du droit international était en fait une fiction, elle masquait la réalité des rapports de force, et quand ce rapport de force se manifeste, eh bien, le droit et les perspectives de paix sont balayés en même temps. Je pense que c'est une vision beaucoup trop simpliste, à bien des égards, et que, évidemment, que la vision inverse n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens aujourd'hui de dire tout le droit, rien que le droit international, et de s'arrimer à ça sans tenir compte de la question des rapports de force. Mais nous voyons bien que nous sommes dans un entre-deux, et que d'ailleurs, une puissance qui ne se manifeste que comme puissance et sans valeur, court elle-même des risques de vulnérabilité interne et externe. Je veux évidemment parler des États-Unis. Donald Trump est en train de créer des vulnérabilités dans la société américaine et vis-à-vis de ses alliés, qui est évidemment un problème pour les États-Unis eux-mêmes. Il y a donc dans le réalisme absolu une forme d'irréalisme, de même qu'il y a dans
fait de s'arrimer à la position inverse, une forme de naïveté. C'est donc dans cet entre-deux équilibré qui articule les valeurs et la question des rapports de force que nous nous trouvons. C'est ce qu'on va regarder dans un instant. Quelle lucidité devons-nous avoir par rapport aux rapports de force, autrement dit, où en est la Russie en termes de puissance et quelles sont ses intentions? Ce sont les grandes questions à se poser. Et donc, quels sont les scénarios que nous devons avoir à l'esprit? Et puis, nous devons, après s'être posé cette question, regarder l'ensemble des paramètres. Et là, on est dans un cas de figure de complexité extrême, puisque les acteurs sont nombreux et les situations changeantes, comme je le disais. Mais il y a au moins à interroger la situation des États-Unis, concrète, j'en dirai sans doute 2 mots à un moment donné du débat, la situation de la Russie, et je vais dans un instant donner la parole à Muriel Domenach sur ce point, la situation de l'Ukraine, où en est politiquement, sociologiquement et militairement la société ukrainienne et l'État ukrainien, et bien sûr Nicolas Tenzer va nous apporter des lumières sur ce point. Il faut évidemment s'interroger sur l'Union européenne et sur le choc que représente le revirement américain pour les opinions européennes. Ça a beaucoup été dit, mais il faut quand même le souligner. La position française est encore celle qui a été le mieux préparée. C'est-à-dire que ce n'est pas d'hier, ce n'est même pas seulement depuis la présidence d'Emmanuel Macron, mais de longue date que la France, dans le sillage du général de Gaulle, affirme la nécessité d'une forme d'autonomie stratégique pour la France, mais aussi autonomie stratégique de l'Europe. Et c'est évidemment, là aussi, ce que beaucoup d'analystes soulignent, c'est-à-dire peut-être que d'un mal peut naître un bien, c'est-à-dire la capacité pour l'Europe d'acquérir cette autonomie stratégique. Mais dans ce cas-là, dans quel délai, avec quels outils, de nouveau, on retrouvera des sujets que Muriel Domenach et Nicolas Tenzer connaissent bien et pour lesquels il faudra approfondir. Donc comme vous le voyez, en un peu plus d'1 heure, cela fait beaucoup de choses, et d'autant plus que l'ambition est d'autant plus grande que les problèmes que je viens de poser ont du mal à être résolus par les gouvernants du monde. Donc nous ne ressortirons pas de cette conférence forcément avec la solution, mais en revanche avec une mise en perspective et au fond des scénarios qui aident à raisonner, et je pense un devoir de lucidité, c'est-à-dire il ne s'agit pas de parler en l'air, il s'agit de regarder les faits comme ils sont, et notamment la question des rapports de force, des stratégies des uns et des autres, et à partir de cette lucidité, être évidemment des acteurs de paix, pas des acteurs de paix iréniques, mais des acteurs de paix qui se fondent sur des faits. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Muriel Domenach, peut-être pour développer d'abord cette question de la situation des rapports de force, en commençant d'abord par la Russie. Finalement, où en est la Russie? Que peut-on dire de sa puissance aujourd'hui, sa force, mais aussi ses points de faiblesse après 3 ans de guerre, et aussi les intentions de la Russie, et à quoi peut-on les voir? Merci. C'est un honneur de venir témoigner devant vous ici. Caveat, je ne m'exprime pas au nom ni des autorités françaises, ni du ministère des Affaires étrangères, mais ni même d'ailleurs à titre militant, mais je dirais plutôt à titre citoyen, de témoignage, de partage d'expérience, de retour d'expérience, hein, comme on dit chez les militaires, et pour expliquer, peut-être éclairer là où ça peut être utile. J'ai servi ces 5 dernières années jusqu'à cet été comme représentante permanente auprès de l'OTAN, et il se trouve que j'ai commencé mon parcours de fonctionnaire il y a un moment maintenant comme stagiaire de l'ENA en Ukraine. J'ai donc découvert ce pays à l'époque en 97, à l'époque où on disait, où beaucoup pensaient en France qu'il n'en était pas un. J'en étais revenue avec la conviction que l'Ukraine, avec toutes les difficultés, à l'époque le pays était extrêmement soviétisé, avait une identité nationale forte, forgée d'ailleurs dans la tragédie, y compris dans les zones russophones
d'ailleurs, du Donbass, et même Odessa, et même la Crimée. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il se trouve que je comprends le russe. Je suis autant que possible ces horribles émissions télévisées russes, que je recommande quand même à ceux d'entre vous qui vous y intéressez d'essayer de comprendre, parce que c'est important. Et j'en viens à la menace. La menace, c'est la conjugaison d'une intention et d'une capacité. Alors, qu'en est-il des capacités russes? Et là, je vais m'exprimer vraiment d'un point de vue d'une observatrice française. Les capacités russes, militairement, elles sont largement fixées sur le front ukrainien. Et d'ailleurs, vous avez vu lors d'un des récents développements positifs que l'actualité internationale nous est montrée en Syrie, à quel point en fait la Russie avait perdu toute capacité et même d'ailleurs donc volonté de soutenir son allié Bachar el-Assad. L'appareil de défense russe connaît une attrition considérable, notamment les forces terrestres en Ukraine, avec des pertes qui sont très importantes. On évalue, je le dis de source ouverte, d'un chef des renseignements finlandais, à autour de 30% le volume des forces terrestres du commandement nord russe qui sont restés sur le terrain, alors même que l'OTAN s'était élargie à leur demande, bien entendu, à la Finlande et à la Suède, si bien que la deuxième ville russe, Saint-Pétersbourg, pourrait être exposée. Donc vous voyez, si la Russie fait le choix de déplacer ses forces terrestres, donc plus des 2 tiers de ses forces terrestres du commandement nord vers l'Ukraine, ça veut dire 2 choses. 1, qu'elle en a besoin, bien entendu, et 2, qu'elle ne craint pas d'être attaquée par l'OTAN, même une OTAN qui s'est élargie. Je le dis parce que, évidemment, il y a dans le discours russe l'idée qu'elle ait pu être provoquée, qu'elle se soit sentie menacée, etc. Bon. Les capacités russes, elles connaissent donc une attrition considérable en Ukraine. Vous savez que l'évaluation des pertes se compte en plusieurs centaines de milliers de personnel mis hors d'état de nuire. Ces capacités stratégiques, bien entendu, sont intactes. Ce qu'on appelle ces capacités stratégiques, ce sont les capacités nucléaires, principalement. Ses capacités aériennes largement, sa marine est quand même très très abîmée. Vous avez vu non seulement la perte d'une bonne partie de la flotte de la mer Noire, mais également plusieurs avanies en Méditerranée orientale. Ces avanies sont largement le fait des sanctions. Donc les sanctions ont un effet d'attrition, là aussi, sur l'appareil militaire russe. Et donc, la Russie ne progresse pas tant que ça militairement actuellement, mais c'est un peu, si vous voulez, l'image d'une coulée de boue qui presse contre l'Ukraine, avec un rapport de force qui, évidemment, est sur le papier très favorable à la Russie. Je voudrais terminer sur l'intention et ce que sont à la fois les actions qui signent l'intention, évidemment, mais aussi le discours russe. Ce discours envers nous, il est incontestablement hostile. Il est menaçant sur, disons, la partie qui est sub-seuil conventionnel, donc on a une rhétorique nucléaire
russe qui est très agressive, qui est très irresponsable de la part d'une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, etc. Et cette rhétorique nucléaire agressive, elle a commencé dès la fin février 2022. Donc, et c'est réitéré. Bon. Et des actions sous le seuil conventionnel. En tout cas, s'agissant de nous, conventionnellement, il y a des intimidations, des bâtiments russes qui frôlent un peu nos côtes, qui cherchent à intimider des aéronefs ou des bâtiments de la marine française dans la Baltique, mais il n'y a pas non plus de confrontation, mais incontestablement une pression et des actions agressives sur le terrain hybride. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'hybride? Donc c'est sous le seuil, mais ça ne veut pas dire que c'est virtuel. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on dit le cyber, l'électronique, la désinformation, on se dit, bon, tant qu'ils ne sont pas sur la place de la Concorde, après tout, non, il faut comprendre, ça signe une intention. L'effet final recherché, comme disent les militaires, c'est de gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire des attaques cyber, c'est pour mettre en incapacité des opérateurs qui sont souvent des opérateurs vitaux. Typiquement, la première cible de la part de hackers qui se trouvent en Russie, voilà, des hackers qui sont souvent des personnes privées mais qui se trouvent en Russie, c'est l'hôpital. Pourquoi l'hôpital? Donc on considère que l'hôpital c'est 10% des attaques cyber, évidemment parce que c'est la première préoccupation des Français. Par ailleurs parce que le système informatique de l'hôpital est vulnérable, mais ça n'est pas un hasard. Et enfin, on a vu, et alors là je crois que les autorités françaises l'ont attribué clairement, plusieurs opérations de désinformation. Là où ça peut nous faire mal, donc pour, disons, aggraver les brèches, les fractures de la société française. Vous avez vu que l'affaire des punaises de lit, en fait, avait été amplifiée par les Russes. Vous avez vu l'affaire des étoiles de David. Tout ça, ce sont des opérations de désinformation qui visent à saboter notre cohésion nationale. Que faire? Lucidité. Lucidité sur l'évolution américaine, on aura l'occasion d'y revenir, mais j'insiste sur la menace russe. 2, soutenir l'Ukraine, parce que tant que l'Ukraine tient, c'est pour nous de la sécurité gagnée. C'est même d'ailleurs du budget de défense évité. Tant qu'elle tient, et puis 3, réarmer d'abord intellectuellement, Jean-Michel Blanquer le disait, pour nous Français, la nécessité de l'autonomie stratégique, ça ne relève pas d'un effondrement intellectuel. Au contraire, toute notre politique de défense est articulée autour du présupposé que la garantie de sécurité américaine ne serait pas toujours et partout automatique. Donc réarmer stratégiquement, réarmer en européen, ça veut dire en se décentrant un petit peu, nous Français, comprendre les préoccupations des autres, travailler ensemble, rechercher la coopération, et de toute façon l'argent européen ira à la coopération, donc il faut qu'on le comprenne, et continuer de travailler évidemment partout où c'est possible, et en tout cas militairement, parce que c'est un enjeu d'interopérabilité, avec nos alliés américains. Et en termes nationaux, je crois qu'il est urgent d'intégrer la défense dans notre contrat social. Merci beaucoup, cher Samuel, c'est très clair. Je ne sais pas si ça marche, je crois qu'il faut... oui, c'est très clair, ça suscite beaucoup de questions et sur lesquelles je vais revenir. Mais je donne tout de suite la parole à Nicolas Tenzer pour avoir, d'abord parce qu'il aura envie de prolonger ce qu'il vient d'être dit sur la Russie, je le sais d'avance, mais surtout pour qu'il nous dresse le tableau de la situation, d'abord sur le champ de bataille, et puis de la situation interne de l'Ukraine et de la situation générale de l'Ukraine dans les relations internationales aujourd'hui. Merci Jean-Michel. D'abord, effectivement, je crois qu'il faut toujours parler en premier de l'Ukraine. D'abord parce que l'Ukraine, c'est un pays attaqué, agressé, qui ressent dans sa chair ce que c'est que l'attaque, je dirais même la guerre totale, sinon par bien des aspects la guerre d'extermination d'un pouvoir totalitaire.
c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Prenons Mariupol, les estimations les plus crédibles, c'est 70 000 morts civils assassinés par les Russes à Mariupol. Des chiffres qui sont un peu en dessous, des chiffres qui sont un peu supérieurs. On ne connaîtra la vérité que de toute manière à la fin de la guerre, pour avoir des comptes total. Ce sont également en Ukraine des attaques constantes sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les jardins d'enfants, sur les aires de récréation, sur les bâtiments civils. Enfin voilà, donc c'est les gares. Donc ce sont effectivement des massacres planifiés, délibérés, calculés, sans aucune utilité militaire, mais qui visent à terroriser une population qui ne se laisse pas terroriser. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je suis allé 5 fois en Ukraine depuis le début de la guerre totale russe, une vingtaine de fois avant, c'est de voir la force de la population ukrainienne. Force, ça ne signifie pas non plus qu'il n'y ait pas de traumatisme absolument profond. On peut parfaitement conjuguer la force et le traumatisme. La force, parce que l'Ukraine veut résister jusqu'au bout, elle considère que son existence même est menacée, et de fait, Poutine veut détruire l'Ukraine, l'annihiler. Je pense que s'il avait même pu, avec ses moyens, aller plus loin dans la destruction, sinon le génocide, il serait allé plus loin. Et vous savez, il y a une phrase qui est souvent répétée par les Ukrainiens, si la Russie cesse de combattre, c'est la fin de la guerre, si les Ukrainiens cessent de combattre, c'est la fin de l'Ukraine. Et je crois que cette phrase résume finalement extrêmement justement la situation. Comme le disait aussi récemment, dans le même esprit, une ancienne députée ukrainienne, si nous continuons à nous battre, nous savons que nous allons perdre des milliers des nôtres. Si nous cessons de combattre, nous en perdrons des millions. Je crois que c'est ça qu'il faut mesurer, pour comprendre que derrière la situation en Ukraine, vous avez une nation martyrisée, vous avez une nation aussi mutilée, handicapée. On peut dire qu'on voit de plus en plus effectivement de mutilés dans les rues, des mutilés militaires bien sûr, mais aussi des mutilés civils, y compris de nombreux enfants, qui ont été délibérément, encore une fois, visés par les Russes. C'est une nation d'ailleurs qui, quand elle se reconstruira, d'ailleurs, sera assez exemplaire sur, vous savez, l'accessibilité. Mais je dis ça parce que les Ukrainiens m'en parlent eux-mêmes directement. Je me rappellerai même la première fois où je suis retourné en Ukraine depuis le début de la guerre totale, c'était en avril 2022, période un peu compliquée, et notamment en discutant, 3 semaines après ce que l'on sait, avec le maire de Boutcha. La seule chose dont il parlait, bien sûr, plus d'armes, plus de soutien, bien sûr, mais il nous parlait, il y avait d'ailleurs Claude Maduret qui était à ce moment-là, d'ailleurs, je dirais, avec les quelques-uns qui étaient là, et qui parlait du futur. Donc c'est une nation qui est tournée aussi vers le futur. Donc les Ukrainiens ne veulent pas céder, ils savent que de toute manière, s'ils abandonnent, s'ils cèdent, s'ils cèdent une partie de leur armement, s'ils se démilitarisent, hein, comme Poutine semble le vouloir, l'Ukraine n'existera plus parce que s'il y a un soi-disant accord de paix qui permettrait à la Russie de gagner du temps, la Russie pourrait en profiter pour se réarmer de manière massive, à remettre un tout petit peu de carburant, si j'ose dire, dans son économie qui souffre de manière très durable et très profonde, et que, évidemment, après l'Ukraine, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, un certain nombre de pays européens seraient visés. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il y aurait des chars russes en train de défiler sur les Champs-Élysées. Ça, c'est une manière, effectivement, de la part d'un certain nombre de propagandistes d'essayer de diminuer la menace dans leur discours, mais bien évidemment, nous serions directement attaqués. Donc l'Ukraine tient, et l'Ukraine, il faut aussi le savoir, l'Ukraine n'est pas vaincue. Muriel parlait tout à l'heure très justement, effectivement, de l'état de l'armée russe. En fait, quand on regarde les progrès réalisés par l'armée russe en 2024, elle a gagné 3865 km², 0,6% du territoire de l'Ukraine, jusqu'à une période récente où il y a eu les problèmes que l'on sait avec tout à coup
l'absence de renseignements américains, elle tenait quand même très largement la région de Koursk, quand même depuis maintenant 9 mois, devant la seconde armée du monde, soi-disant. Je veux dire, l'Ukraine a quand même des capacités. L'Ukraine est devenue la première, en termes de capacité technologique, industrie de drones. Et vous avez vu effectivement que les drones sont capables maintenant d'aller très loin, en profondeur du territoire russe, jusqu'à Nijni Novgorod et même un peu au-delà. Et tout ceci va continuer. Le président Zelensky a d'ailleurs annoncé un programme de développement de missiles. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir cette capacité extraordinaire des ingénieurs ukrainiens et de la société qui est vraiment groupée derrière. C'est une d'ailleurs des nations les plus connectées au monde. Vous avez même des applications pour signaler des espions, des mouvements suspects, des mines, etc. Vous avez tout ceci, c'est-à-dire qu'on est une nation, on a en face de nous une nation qui est exemplaire. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est parfaite. Non, il y a des problèmes politiques, il y a des rivalités dans la classe politique, il y a encore des problèmes de corruption. Oui, bien sûr, ça on le sait, même s'il y a eu des progrès réalisés. Mais on est dans une nation qui a acquis une forme de conscience historique. Une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, que tous mes amis ukrainiens aussi me disent, mais je l'ai vu de mes yeux en juin dernier, où je faisais une conférence lors de la foire du livre à Kiev, c'est qu'il y a une appétence des Ukrainiens pour la culture, la littérature, la musique, la peinture, etc., qu'ils redécouvrent effectivement tout cela. Jamais ils n'ont lu autant. L'affluence à la foire du livre était record. Ils n'avaient jamais vu, même avant la guerre, bien sûr, ou la guerre totale, une telle affluence. Donc vous avez effectivement cette nation qui, à mon avis, sera d'une certaine manière demain la conscience de l'Union européenne. Je crois que cet élément-là, il est vraiment fondamental. Sur la question, je ne dirais pas uniquement de la Russie, parce que, et sur la nôtre, mais ça, parce que là je reprendrai ce que Muriel a dit très justement et que je partage à 100%. Il y a un point que je voulais signaler. Faisons très attention à un certain nombre de termes qui sont utilisés, y compris d'ailleurs parfois par les Ukrainiens, mais un peu par contrainte dans le débat public, qui sont accords de paix, discussion de paix, négociation, compromis. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le droit international dont parlait Jean-Michel tout au début dans son introduction, le droit international, ce n'est pas une question uniquement d'idéaux, vagues, super, voilà, placés dans les nuages. La violation du droit international indique aussi une instruction de destruction. C'est-à-dire que défendre le droit international, c'est aussi, in fine, défendre notre propre sécurité. Ça fait partie de notre sécurité. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, une sorte de supplément d'âme. Et donc dire à un certain moment, ben bon, enfin, faudrait contraindre l'Ukraine à faire des concessions sur les territoires, me paraît le contraire de la pensée réaliste, précisément. Parce que ça annoncera, de fait, par enchaînement de causes et d'effets, ça entraînera, je crois, effectivement, une diminution de notre crédibilité et de notre propre sécurité. La deuxième chose, c'est qu'il faut être aussi sérieux sur l'héritage de Nuremberg. Et je parle de Nuremberg parce que pour moi, c'est une sorte de point de zéro de la conscience historique, même si, comme vous le savez, le fameux « plus jamais ça » a été bafoué souvent de fois en Europe. Mais si l'on accepte que la Russie garde sous son emprise une partie des territoires qu'elle occupe aujourd'hui, Crimée, partie du Donbass, partie de la région de Kherson et de Zaporijjia. Vous savez très bien ce qui se passe dans ces régions. Dans ces régions, ce sont quasiment tous les jours des viols de masse, des tortures. Les champs de torture sont installés dans chaque village conquis par la Russie, il ne faut jamais l'oublier, des exécutions sommaires, et on n'y assistera jamais assez, des déportations d'enfants, quelques dizaines de milliers, déportés en Russie pour être russifiés. Ce qui constitue, en vertu de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, article 6 de mémoire, un crime de génocide.
Donc je crois qu'il faut vraiment avoir conscience, et les Ukrainiens sont parfaitement conscients de cela, un certain nombre d'autres pays, d'ailleurs européens aussi, mais je crois que nous devons toujours insister d'abord sur cette dimension de crime et de droit international. Et enfin peut-être un dernier point, je ne veux pas être trop long, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, puisqu'on parlait d'autonomie stratégique appliquée à la France ou à l'Europe, c'est que les Ukrainiens, dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux sur place, ou parfois pour des délégations aussi qui venaient me voir, c'est que les Ukrainiens considèrent aujourd'hui qu'ils devront acquérir leur propre autonomie stratégique. Il y a un sentiment que nous devons comprendre, malgré l'aide, malgré tout calculée et trop limitée, fournie par les alliés, y compris la précédente administration américaine, qu'il y a eu un sentiment d'abandon. Et je suis très frappé de voir, je me rappelle notamment un des vice-ministres de la Défense, un autre vice-ministre chargé des questions de technologie, qui me disait, mais nous avons compris une seule chose, nous ne pouvons faire confiance, n'avoir confiance en personne. Et nous devrons bâtir les moyens, à terme, de notre propre sécurité. Il y en a même un, c'est assez curieux, pour qu'on en parle, on ne va pas en faire un débat sur Israël maintenant, mais qui comparait dans son discours, effectivement, Israël après la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Haute période pour Israël. Mais qui disait, voilà, il y a eu un moment où les Israéliens ont compris qu'il fallait avancer eux-mêmes, construire, avec des aides considérables, hein, le dôme de fer, etc., leur propre... alors ça c'est un tabou, l'arsenal nucléaire, bien sûr, mais il était aussi dans cette perspective-là, et je crois qu'il faut aussi rappeler aussi cette perception et cette forme de sentiment très fort d'abandon qu'ont les Ukrainiens aujourd'hui. Alors, une des choses importantes dans ce que vient de dire Nicolas Tenzer, c'est la distinction, mais aussi l'articulation entre les dimensions immatérielles et les dimensions matérielles du sujet. La dimension immatérielle, c'est l'esprit de défense, c'est le moral des troupes, c'est le moral de la population, c'est la fidélité à ses principes, c'est les paradigmes en jeu, et on aurait tort, au nom du fait qu'aujourd'hui les rapports de force s'expriment très fortement, de mettre de côté ces facteurs immatériels. Donc, non seulement le droit international peut être rangé dans cette catégorie, mais les enjeux de morale de la population et d'esprit de défense sont très importants. D'où l'importance de l'analyse de cela pour la société française aussi. On va y venir, mais la question de savoir non seulement ce que fait, ce que pense le gouvernement français, mais aussi ce que pense la société française et la façon dont elle réagit par rapport à ça, me paraît très important et c'est une analyse à faire dans chaque société. La question de la peur et la question du courage sont donc des sujets centraux, au-delà du nombre de missiles dont on dispose, du nombre de drones dont on dispose, etc. Je voudrais en dire 2 mots s'agissant de la société américaine. Plusieurs choses sont frappantes et le temps manque pour faire une longue analyse aussi de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Plusieurs choses sont frappantes. D'abord, le fait que les actes de Trump et de son gouvernement depuis l'entrée en fonction à la fin du mois de janvier sont des actes à la fois qui peuvent sembler erratiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi obéir à un certain plan. N'oublions pas qu'en ce moment, ce qui se déroule méthodiquement, c'est grosso modo le mode d'emploi élaboré par la Heritage Foundation largement avant l'élection et qui a été pensé. Donc quelque chose, non pas de complètement foutraque, si vous permettez l'expression, en ce moment, ça peut en donner le sentiment, mais il y a un plan. Et ce plan est en train de se dérouler sous nos yeux et d'une certaine façon, en ouvrant les documents de la Heritage Foundation, on a ces idées-là. C'est pas du jour au lendemain que Elon Musk a imaginé la méthodologie qu'il déploie aujourd'hui, ni même que des hommes et des femmes ont été préparés à être les acteurs de cela, à remplacer certaines personnes là où elles partent. Il y a donc un plan qui se déroule, et ce plan produit des effets à court terme, mais il est en train d'envoyer une onde de choc dans la société américaine, dont on ne peut pas deviner exactement ce que ça va donner. Mais ça peut donner des choses extraordinairement différentes selon les circonstances. Je ne crois pas pour ma part que la culture démocratique américaine, la culture de la séparation des pouvoirs, la culture du recours aux juges, la culture de la défense face aux atteintes aux libertés est complètement disparue. Tout ce qui nous est décrit par des analystes, je parlais au téléphone il y a un instant avec quelqu'un qui est à Washington actuellement,
tout ce qui nous est décrit, c'est d'abord le sentiment de peur aujourd'hui aux États-Unis. Des gens qui ont peur pour leur métier, des gens qui ont peur pour ce qui est en train de se passer, des gens qui se sentent menacés. Donc il y a un effet de sidération. Mais en même temps, on est en train de décrire aussi des effets de réaction par rapport à cette peur. On peut penser à ce qui se passe par exemple pour les parlementaires américains, notamment les sénateurs, qui justement dans la grande tradition américaine décrite par Tocqueville, sont en train de faire leur town hall quand ils rentrent dans leur circonscription et se font interpeller parfois très violemment par leurs électeurs, de sorte que maintenant, parfois les médias sont interdits, ou en tout cas on recommande qu'ils ne soient pas là pour ne pas justement amplifier cet effet de réaction de la population. Mais on aurait tort de sous-estimer la culture démocratique américaine. Bien sûr, nous sommes tous sidérés par ce qui se passe aux États-Unis. Nous sommes étonnés que dans le pays qui, d'une certaine façon, a le premier érigé la séparation des pouvoirs de manière si forte à la fin du XVIIIe siècle et qui semblait être le gardien mondial de ce principe, et bien cette séparation des pouvoirs semble si fragilisée aujourd'hui. Mais en même temps, il y a au sein même de la société américaine un certain nombre de vaccins contre cela, c'est le cas de le dire. Il y a aussi quelque chose à noter, c'est que même les Trumpistes, et au fond, il y a encore une bonne partie de la société américaine, bien sûr, qui soutient le président américain, il ne faudrait surtout pas faire des erreurs d'interprétation française sur ce point, mais même des soutiens de Donald Trump peuvent penser, par exemple, que Elon Musk va trop loin, et ça se voit d'ailleurs déjà dans certaines réactions de Donald Trump, qui essaye parfois de rectifier un petit peu le tir par rapport à ce qui s'est passé. Donc nous sommes obligés de ne pas seulement regarder au jour le jour ce qui se passe aux États-Unis, mais d'avoir là aussi une analyse de ce qui se passe dans l'esprit américain aujourd'hui et comment les choses vont se recaler avec le temps qui passe. Et d'ailleurs les évolutions même de la vision diplomatique de Donald Trump sont un petit peu un indicateur de cela. Cette évolution de la société américaine et de l'État américain sont évidemment des paramètres qui vont être décisifs dans les temps à venir. Mettez-vous aussi dans la peau de Vladimir Poutine. Pas évident d'assister à la fois à ce qu'il a vu dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump, et donc de se dire finalement ce type-là est dans ma main, et puis quelques jours plus tard d'avoir ce qui vient de se passer en Arabie Saoudite. Lui aussi doit avoir des problèmes de recalage, et cette dimension-là doit être prise en compte. Et donc, s'agissant des sociétés occidentales en particulier, cette question de l'analyse de l'état de la culture démocratique, de ce qu'on pourrait appeler la situation du statut de la peur et du statut du courage dans nos sociétés et chez nos gouvernants, est évidemment un paramètre qu'il faut analyser comme tel. Il y a aussi, évidemment, les dimensions matérielles. Là aussi, ça a commencé à être dit par Muriel Domenac et Nicolas Tenzer. Nous ne devons pas céder à une sorte de défaitisme ou d'esprit de faiblesse. Les forces des pays européens ne sont pas nulles et elles peuvent se comparer parfois avantageusement aux forces russes. Donc nous ne sommes pas dans la situation du petit poussin face à un loup. Il y a un rapport de force qui s'analyse et qui doit être regardé. Puis il y a la question, Muriel Domenac a commencé à l'aborder, mais il va falloir aussi qu'on approfondisse un peu, des intentions russes finalement dans l'Europe. Et donc ce qu'on peut dire en termes de force et de faiblesse de cette situation stratégique des Européens. Merci d'insister sur les forces morales et de nouveau sur la lucidité, parce que je crois que dans la réponse et le réarmement auquel nous devons procéder, il faut commencer par comprendre cette formule qu'on attribue à Julien Freud je crois, au cours d'une soutenance de thèse, de sa thèse d'ailleurs, dans un dialogue avec Jean Hippolyte qui était un pacifiste, et Julien Freud lui dit vous êtes comme tous les pacifistes, vous croyez que si vous ne voulez pas d'ennemis, vous n'en aurez pas. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et je crois que c'est essentiel, s'agissant de ce que sont les deux principales menaces pour nous d'ailleurs, la Russie, le terrorisme islamiste également d'ailleurs. Et donc, il ne suffit pas
de ne pas se vouloir d'ennemis pour ne pas en avoir. Et c'est cette lucidité qu'on doit faire partager dans le champ républicain pour progresser dans la compréhension des enjeux. Et donc, la question n'est pas de savoir, comme on le dit souvent, si l'Europe peut se défendre, mais si elle doit se défendre. Vous savez, moi je me souviens, mon collègue estonien, parce que l'Estonie siégeait jusqu'à l'arrivée de la Finlande à côté de nous à l'OTAN par ordre alphabétique, qui disait toujours, mais même l'Estonie peut se défendre parce qu'elle doit se défendre. Donc, vous voyez, le chef d'état-major des armées estonien, il dit souvent, moi au bout de 24 heures de combat, ben, il y a un scénario dans lequel je suis chef de la résistance estonienne. Donc, est-ce qu'on peut se défendre? Bien sûr, parce qu'on est lucide. La lucidité, ça veut dire aussi de comprendre que c'est la faiblesse qui est escalatoire. Et deux, parce qu'on a des moyens, alors a fortiori nous, Français, l'hypothèse des forces russes sur les Champs-Élysées, c'est une hypothèse qui n'est pas sérieuse pour une raison simple, c'est la dissuasion nucléaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été construite. Donc, la menace contre nos intérêts vitaux, elle trouve une réponse simple du point de vue français. La question, c'est comment on dissuade et comment on se défend face à des attaques qui pour l'instant sont sous le seuil envers nos alliés comme envers nous. Les Européens ont donc le devoir de monter en puissance avec des forces armées qui ont des points forts. Les points forts, c'est les volumes. On a des forces, vous voyez, un pays comme la Pologne est en train de devenir, après l'Ukraine, la première armée de terre en Europe. Pour vous donner un échelon de comparaison, la Pologne prévoit d'acquérir 900 chars, nous en avons environ 300, des chars lourds. Alors, elle est située différemment sur le continent européen, mais vous voyez, donc on a des capacités. Là où c'est plus difficile pour nous, c'est de faire de la masse en nous projetant. Et donc c'est tout l'enjeu d'une présence terrestre suffisamment crédible en termes de garantie de sécurité. Et crédible, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre, mais ça veut dire également ce qu'on appelle le C3, la communication, le commandement et le contrôle, le renseignement aussi, et c'est là que tous les Européens, vous l'avez entendu, de la réunion de Londres, préféreraient avoir du soutien américain. Est-ce que c'est impossible sans soutien américain? Là aussi, ce sera la loi de la nécessité. Voilà, donc les Européens ont des moyens, ils ont surtout le devoir de les renforcer, et j'ai bien conscience que ça pose la question, encore une fois, d'une évolution de notre contrat social, dans lequel, moi je suis vraiment typiquement la génération des dividendes de la paix. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques à la sortie de l'ENA, on me regardait mais comme une martienne, c'est-à-dire pour toute ma génération de hauts fonctionnaires, quasiment, dès lors qu'on gardait la dissuasion, le sujet de l'effort de défense était un non-sujet. Bon, les jeunes aujourd'hui vont vivre dans un monde différent et donc ça veut dire de repenser les termes du contrat social en incluant la défense avec aussi ce que ça veut dire en termes de production de richesses, d'irrigation de notre base industrielle. Enfin tout ça, ce sont des débats
J'entre même pas dans les sujets d'arbitrage, etc., avec les dépenses sociales, la transition écologique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un mur d'investissement dans la défense. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul, hein, qu'on va bénéficier, là je voudrais vraiment insister sur la plus-value que représente l'Union européenne pour nous. Dans notre endettement, on bénéficie de la vertu collective, quoi. Donc, je veux dire, présenter l'Union européenne comme un fléau pour nous sur le terrain budgétaire, c'est l'inverse. Sans l'Union européenne, nous n'aurions pas les conditions d'endettement dont nous disposons aujourd'hui et dont nous disposerons dans le cadre de ce que prévoit le plan von der Leyen. Il y a évidemment des questions qui se posent et ce qu'on va se reposer sur aussi la temporalité de ce réarmement, sur la cohérence du réarmement européen, et donc qui sont des sujets, disons, de moyen terme. À court terme, les événements des derniers jours montrent la possibilité de cette paix. Je vais donner donc la parole dans un instant à Nicolas Tenzer pour répondre à ça, c'est-à-dire que penser après ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Mais auparavant, je voudrais passer la petite vidéo que Frédéric Ancel nous a faite sur justement le sujet européen en particulier. Et puis voilà, c'est l'Europe-puissance ou pas. Et si ce n'est pas l'Europe-puissance, eh bien, ce sera un continent dans lequel chacun des membres de l'Union européenne, au sens large du terme, sera balayé un petit peu à la manière d'un feu de paille dans un monde d'hommes, ou en tout cas de puissance géopolitiquement très impériale, sinon impérialiste, finalement ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. Hein. C'est pas très nouveau. Donc les rapports de force, il faut les assumer, il faut les créer. Nous ne serons plus protégés, nous autres Européens, par les Américains face à un impérialisme russe qui s'est manifesté de manière extrêmement violente tout de même, non pas seulement depuis l'affaire ukrainienne, mais depuis au moins le milieu des années 2000. Alors l'Europe-puissance, oui, mais avec qui? D'abord avec les Britanniques. Pour une raison très simple, c'est que le Royaume-Uni et la France sont les deux seules puissances de l'ensemble de l'espace européen, au-delà de l'Union bien évidemment, à se représenter encore, hein, au sens de la représentation de mon maître Yves Lacoste, comme devant être des grandes puissances et continuer d'incarner ce statut à travers le monde. Ce sont les deux seules puissances de l'espace européen à disposer d'un siège permanent au Conseil de sécurité, même si aux yeux de M. Poutine, c'est zéro sous zéro, et aux yeux de M. Trump aussi d'ailleurs. Ce sont les deux seules puissances à disposer, bien évidemment, de l'arme atomique, sachant que la France, elle, dispose d'une force stratégique carrément autonome, tout à fait autonome, ce n'est pas encore le cas des Britanniques. Et puis, les Britanniques s'aperçoivent enfin qu'après le 4e président successif, à ne pas les calculer, comme disait Jones, à ne pas faire de leur relation Londres-Washington, la fameuse relation privilégiée de Churchill en 1945, bref, s'apercevant que tout cela est maintenant terminé et que d'ailleurs le Brexit n'a pas été une affaire positive, les Britanniques se rapprochent enfin considérablement, me semble-t-il, de la France et nous devons suivre ce mouvement. D'ailleurs, je parle de Paris et de Londres, mais ce serait un noyau originel d'une Europe-puissance autour duquel, évidemment, devraient s'agréger, pourraient s'agréger d'autres puissances du continent européen, sui generis selon les crises, selon les conflits, etc. Mais en tout cas, et je conclue, il faut impérativement aller vers l'Europe-puissance. Bien, évidemment, merci à Frédéric Ancel de cet éclairage, et notamment d'ailleurs de souligner l'importance des Britanniques dans cette reconfiguration. On va écouter tout de suite aussi Christian Lequel, puisque Christian, comme Frédéric Ancel, sont des grands amis, plus que ça, même du laboratoire puisque Christian Lequel, vous savez, le président de la commission géopolitique, et par ailleurs, comme vous le savez aussi, spécialiste de l'Union européenne. Donc, écoutons maintenant ce que Christian Lequel voulait nous dire ce soir, pour ensuite venir aux enjeux immédiats des discussions de paix. Bon. Et c'est pas seulement pour les Allemands, c'est pour tous ceux qui s'étaient habitués mentalement à ne penser la sécurité européenne qu'avec les États-Unis d'Amérique. Je pense aux Polonais, je pense aux Tchèques, je pense aux Roumains. C'est pour eux quand même une rupture, ce débat Zelensky-Trump. C'est une rupture parce qu'ils se sont rendus compte que dans le fond, Trump n'a strictement rien à faire de la communauté des valeurs. Dans le fond, ça n'intéresse
c'est pas nouveau. Mais en tout cas, il y avait un point qui n'avait jamais été franchi par aucun président américain, c'était de dire on ne représente plus forcément le monde libre. Or, aujourd'hui, Trump ne s'intéresse pas à la représentation du monde libre. Il est dans une diplomatie qui est purement transactionnelle. Donc, la communauté des valeurs, ce qu'on appelait les Occidentaux, ce qu'on appelait les alliés parfois, a disparu. Et ça, pour beaucoup d'Européens, c'est quand même un élément nouveau qui, à mon avis, leur ouvre les yeux. Et Merz est le premier à l'avoir dit ouvertement, et c'est pas facile pour un homme politique qui provient du parti chrétien-démocrate, très attaché à la relation transatlantique, ayant presque fait de la relation transatlantique au même titre que de l'intégration européenne, des sortes de totems de politique étrangère, et pourtant il l'a dit. Alors maintenant, il y a la question de qu'est-ce que cela va changer dans le rapport des Allemands à la dépense militaire. Pour l'instant, les Allemands consacrent à peu près 2% de leur produit intérieur brut aux dépenses d'armement, et encore dans ces 2%, il y a un fonds spécial qui avait été lancé il y a 2 ans pour la modernisation de l'armée, mais là il faudrait qu'il passe à 3%. Et ce qui me frappe quand même, c'est que dans la perspective de la nouvelle coalition avec les sociodémocrates, parce que c'est ce qu'on va avoir, on aura une coalition chrétien-démocrate, sociodémocrate, les sociodémocrates sont prêts à accepter l'idée qu'il faille augmenter sérieusement la défense, alors qu'eux avaient toujours une position très traditionnelle. La conclusion, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience chez les Allemands, mais que concrètement, ça va prendre du temps quand même. La transition vers les 3% ne veut pas arriver du jour au lendemain. Bien, merci beaucoup Christian. Et l'intégralité de ce qu'ils ont dit, aussi bien Frédéric Ancel que Christian Lequel, sera sur le site du laboratoire pour ceux qui vont approfondir. Donc on voit notamment avec ces 2 interventions supplémentaires une Union européenne, une Europe plutôt, qui se structure, des revirements stratégiques qui sont très forts chez nos voisins, moins forts en France encore une fois parce qu'on y était préparé. Je fais quand même une parenthèse un peu appuyée sur ce point, c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de l'autodénigrement français. J'ai en tête des débats dans les 10 dernières années où en gros on nous montrait la pensée de la chancelière allemande comme étant ce sur quoi il fallait se caler, que les Français étaient toujours désuets. En général, nous le disions nous-mêmes, et évidemment, dans ces cas-là, nos partenaires nous le disent encore plus, puisqu'ils voient que nous ne défendons même pas notre propre héritage, et dans ce cas-là, nous entendions que nous étions bien gentils avec nos concepts, mais que c'était le parapluie américain avec quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et bien depuis quelques jours essentiellement d'ailleurs, eh bien cette vision s'est inversée. C'est évidemment historique, quoi qu'il arrive après, et espérons les meilleures choses après, d'un adoucissement américain, une paix qui ne soit pas au détriment des principes fondamentaux des relations internationales et aux dépens de l'Ukraine. Donc espérons le meilleur scénario, mais quoi qu'il arrive dans ce meilleur scénario, il y a de toute façon un avant et un après, une prise de conscience européenne qui, là, peut avoir en quelque sorte le statut d'un bien qui serait né d'un mal. Je pense que c'est important maintenant, puisqu'on arrive à la fin du propos et que, évidemment, vous pourrez poser des questions dans un instant, de s'interroger sur les scénarios, les chances de paix après ce qui vient de se passer en Arabie Saoudite, les réactions ou les non-réactions russes par rapport à cela, l'exclusion des Européens dans cette phase-là, mais qui ne peut pas être une exclusion définitive. Et on vient de voir là aussi que les discours qui consistent à dire « Ah, les Européens sont perdus », de toute façon, cette espèce de défaitisme qu'on a dans le débat public en permanence,
et qui consiste à dire les vrais grands, c'est pas nous, c'est les États-Unis et la Russie et bien d'autres, tout le monde sauf nous d'une certaine façon. Cette espèce de défaitisme à la française, et parfois ce défaitisme européen, peut avoir des effets autoréalisateurs, parce que nous sommes les seuls au monde à se dénigrer si facilement. En réalité, dans la phase actuelle, il faut au contraire, c'est un peu ce qu'on fait ce soir, dire nos forces, ne pas, parce que nous sommes des démocrates lucides, la lucidité va avec l'esprit démocratique, nous connaissons nos faiblesses et nos limites, nous essayons justement de les dépasser et de dire qu'il faut du volontarisme, mais ça ne sert à rien, non seulement parce que c'est faux, mais parce qu'en plus c'est mauvais, ça a des conséquences néfastes, que de se décrire comme étant faible, impuissant, et en plus ayant en gros toujours tort et étant les ratés de l'affaire. Non, l'Europe va être incontournable dans la construction de la paix qui arrive, à elle de savoir parler le plus possible d'une seule voix, à elle d'être crédible, et c'est important de voir le rôle qu'elle va avoir dans les scénarios qui viennent. Évidemment, l'Ukraine a un très grand intérêt à cette présence de l'Europe, puisque c'est l'Europe qui a su rester fidèle au soutien à l'Ukraine envahie. Alors, je voudrais redonner la parole à Nicolas Tenzer sur ce point, sur cette fois-ci sur des enjeux de court terme, c'est-à-dire que peut-on penser de ce qui peut arriver des discussions actuelles. Merci Jean-Michel. Juste une seconde d'ailleurs sur l'Europe. Je rappellerai juste ce qu'a dit il y a quelques jours Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Il a rappelé effectivement les Russes ont 140 millions, les Américains 320 et les Européens 500 millions. Voilà, c'est-à-dire aussi que derrière nous avons quand même une base. Le PIB européen, c'est 10 fois le PIB de la Russie. Faut jamais oublier ça. Donc je dis, on a les instruments de la puissance. Et quand, je vous dirais, moi je suis un de ceux qui dénoncent le danger russe depuis 20 ans. Parce que d'abord j'ai connu ce pays, j'ai même enseigné pendant à peu près 2 ans, j'ai vu ce qui se traduisait dans ce pays, mais c'est aussi, je dirais, une puissance faible et dont on sait déjà depuis très longtemps qu'elle était vouée au déclin. Donc il ne faut pas en avoir peur. Donc ça c'est quand même très important. Sur maintenant ce qui vient de se passer, mais qui d'une certaine manière a un lien avec ce que je viens de dire. D'abord, je pense qu'il faut mettre ce qui s'est passé à Jeddah aussi au rang de l'extraordinaire habileté tactique des Ukrainiens. D'abord parce que tout simplement l'idée de cesser le feu de 30 jours, ce n'était pas une idée américaine. Après ça a été présenté comme une idée américaine, mais c'était d'abord une idée ukrainienne. Le premier qui a évoqué cette idée, dans cette demande d'ailleurs, c'était le président Zelensky. Mais après, il a fait penser aux Américains que c'était leur propre idée, ce qui est toujours une très bonne manière de procéder. La deuxième chose, c'est qu'il a aussi obtenu un point qui n'était pas du tout acquis, c'était la reprise des livraisons d'armes américaines, combien de temps, je n'en sais rien, et la reprise, effectivement, des coopérations en matière de renseignement militaire, qui était un point absolument fondamental. Et qu'il a mis, bien sûr, la Russie dans la position qui est la sienne depuis le début, tout simplement la position d'accusé. C'est la Russie qui a déclenché la guerre, c'est la Russie qui ne veut pas la paix. Et donc, voilà, maintenant on a mis en quelque sorte la Russie devant le fait accompli. Cela dit, et donc on va voir comment elle va réagir, pour l'instant elle est un peu embarrassée, enfin on va voir. Maintenant, et là je rebondis sur ce qu'a dit Christian Lequesne tout à l'heure, je ne suis pas fondamentalement confiant dans la persistance des bonnes intentions américaines. Donc je pense que c'est plutôt sur à quoi on a assisté à Jeddah, je pense que c'est plutôt un épisode qu'une tendance de long terme. Pour des raisons très simples, c'est que, Christian l'évoquait, il y a une forme de connivence idéologique fondamentale entre Trump et Poutine. Regardez le discours du 15 février à la conférence de Munich de J.D. Vance, regardez ce que dit Elon Musk, regardez aussi le mépris avec lequel un certain nombre de ces hommes de cour, dont parlait Claude Maluret, autour de Trump, reprennent les choses, y compris ceux qui étaient censés être les adultes dans la pièce, y compris quand vous voyez les propos de Keith Kellogg, l'envoyé spécial pour l'Ukraine, qui compare l'Ukraine à une mule à qui on donne 4 baffes pour qu'elle rentre dans le droit chemin, pour un pays qui a connu des centaines de milliers de morts.
je pense que c'est un tact que chacun appréciera, une élégance remarquable. Mais indépendamment de cela, il n'y a aucun intérêt de Trump pour le droit international. Il y a même un projet de destruction du droit international. Il met sur le même plan la victime et le coupable, l'agresseur et l'agressé. La question de la vie des Ukrainiens, il s'en moque complètement. Il a dit de toute manière peut-être que l'Ukraine disparaîtra. En gros, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Donc moi je pense qu'il y a cet alignement idéologique, au-delà de compromissions financières qui ont été quand même assez bien démontrées dans des ouvrages, des films, des reportages différents, mais que vous avez cette compromission idéologique très profonde. Et je pense que Trump veut absolument avoir ce qu'il lui appelle la paix, qui ressemble plutôt au désert de Tacite, mais indépendamment de cela, ressemble quand même à une sorte d'abandon total de l'Ukraine, et je pense que les pressions sur l'Ukraine, je le crains, j'espère me tromper, recommenceront après, pour que l'Ukraine cède, que l'Ukraine finalement se démilitarise, pour que le président Zelensky s'en aille, et évidemment Poutine fera tout pour le remplacer par une sorte de Yanukovych bis, c'est-à-dire vous savez, celui qui avait créé par ses liens avec la Russie et son abandon des projets européens pour l'Ukraine, la révolution de Maïdan en 2013-2014. Donc je ne vois pas du tout effectivement la constance de Trump dans, je dirais, l'esprit de Jeddah. Pour moi l'esprit de Jeddah, c'est rien du tout. Je suis désolé d'être un peu rabat-joie, si j'ose dire, mais je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Et d'où le rôle essentiel des Européens pour les prochaines étapes. C'est-à-dire que je pense que... Alors, il y a d'abord, à mon avis, un sujet qui est un peu compliqué. Beaucoup ont dit, oui, mais il faudrait que l'Ukraine et l'Europe soient à la table des négociations. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je pense que les Européens seraient beaucoup plus utiles en étant en dehors et à un certain moment en disant ben, l'accord Poutine-Trump, nous ne l'acceptons pas. Et pour dire à l'Ukraine, nous sommes avec vous sur les garanties sur l'intégrité territoriale, sur les garanties en termes de sécurité, et sur le fait que nous allons continuer, et surtout accélérer, le soutien militaire à une Ukraine qui n'est pas aujourd'hui défaite. Et je crois que c'est ça. Alors je ne suis pas en train, parce que honnêtement, quand on dit, mais voilà, quel pourrait être l'accord de paix? Moi, je ne vois pas se dessiner quelque chose qui ressemble et qui serait réellement un accord de paix. Encore une fois, parce que vous allez avoir une partie du territoire ukrainien amputée, et vous savez, et que la Russie va recommencer. Et puis vous avez derrière une série de questions, je ne vais pas toutes les aborder parce que sinon on en a pour une heure, mais qui sont des questions extraordinairement sensibles. C'est-à-dire que si vous avez des forces d'un certain nombre de pays européens au sens large, peut-être même au-delà, on pourrait imaginer peut-être avoir aussi des Japonais ou des Australiens, bon, je ne sais pas, pour moi ça fait partie des alliés fondamentaux, même s'ils sont en dehors de l'Europe et en dehors de l'OTAN. Eh bien, ces forces-là, qu'est-ce qu'elles vont faire si elles sont attaquées par les Russes? Elles ne vont pas rester passives, vont accepter les coups. Si les Ukrainiens à côté sont attaqués par les Russes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et donc derrière, vous devez avoir aussi une doctrine d'emploi, en rappelant peut-être un principe aussi fondamental, parce que si nous sommes vraiment, je dirais, dans la guerre, et je pense que nous sommes entrés dans la guerre, même si cette guerre n'est pas directe, que nous n'avons pas de combattants français, etc., par son volontaire, eh bien, on ne gagne pas la guerre en dirigeant depuis l'arrière. On ne gagne pas la guerre en la faisant jouer par, je dirais, des personnes interposées. On ne joue pas la guerre en ne la faisant pas. Et je crois qu'il faut quand même avoir à un certain moment, là aussi, un retour de la réalité. Donc par rapport au réarmement européen, mais aussi réarmement moral, intellectuel, etc., on n'est pas dans un scénario de mobilisation de classe d'âge d'appelé. Là aussi, c'est de la désinformation des Russes, aujourd'hui, des agents russes. Mais il y a une forme de remobilisation essentielle. La question de l'économie de guerre, c'est une question qui est très concrète, parce qu'elle suppose aussi, à un certain moment, l'affectation d'industries civiles à l'effort de défense. Mais il ne faut pas présenter, je terminerai aussi là-dessus, parce que c'est très important aussi à la fois de dire la réalité de la menace, de dire la nécessité d'aller vite, beaucoup plus vite encore, et beaucoup plus fortement même que les Européens aujourd'hui l'ont décidé. Parce qu'on n'est plus, je dirais, dans une période d'abandon uniquement des États-Unis, mais
mais avec des États-Unis qui aujourd'hui jouent potentiellement contre nous. Ce qui est complètement un changement de paradigme par rapport à la période, disons, Obama-Biden, où on se plaignait d'un engagement trop faible à nos côtés. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut dire aussi qu'il y a des choses positives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, passer en économie de guerre, faire un effort de défense, faire un effort budgétaire, trouver des fonds, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, y compris russes, eh bien, ça va créer un choc de compétitivité extraordinaire pour l'Europe. Vous avez tous entendu parler, ou lu peut-être, le rapport Draghi. Qu'est-ce que disait Mario Draghi dans son rapport de l'automne dernier? Il parlait, il pointait avec de manière désespérée quelque chose que les spécialistes connaissaient tous, le retard de l'Europe en termes d'investissement, en termes technologiques. Quand vous prenez les exemples de ce qu'ont fait les États-Unis en 1917, après 1917 ou après 1941, ils ont acquis une avance technologique grâce à cette économie de guerre et à cet effort de guerre. Vous voyez ce que les États-Unis ont fait en 1960 avec la DARPA, l'agence américaine pour l'innovation en matière de défense, avec les retombées dans l'industrie civile. Donc je pense qu'on a aussi une occasion historique, et je crois qu'il est très important aussi, au-delà de la nécessité de faire cela, de présenter aux citoyens européens les choses de manière positive et tirer profit aussi de cet effort fondamental. Ça n'est pas fini, mais c'est vrai que nous approchons de la fin. D'abord, je vais laisser Muriel Domenach réagir à ça, puisque cette conclusion est importante sur les perspectives de paix. On voit bien qu'on est devant un arbre de scénarios et que on verra dans les jours qui viennent ce qui se passe sur la suite des accords de Jeddah. Mais au moins, un des intérêts de ce que vient de nous dire Nicolas Tezer, c'est que justement il y a un plan B. Si demain on voit l'échec de ce côté-là, il y a de quoi ne pas être passif face à ça. Je laisse Muriel réagir, et puis on va avoir un temps petit, je le dis tout de suite, mais pour quelques questions qui seront nécessairement brèves et brèves. Oui, simplement pour aller dans le sens de Nicolas et peut-être préciser sur 3 points. Un, effectivement, Zelensky a bien joué à Jeddah. En renvoyant la balle du côté russe. Or, on ne le dira jamais assez, ce sont les Russes qui n'ont pas voulu négocier. Deux, là ça va être un moment quand même pas facile pour l'administration américaine, parce que les Russes n'ont pas changé leur but de guerre, qui sont prendre Kiev et sortir Zelensky. Et là, je voudrais rebondir sur ce qui est quand même le caractère dysfonctionnel des régimes autoritaires. Jean-Michel Blanquer disait qu'on s'auto-dénigre souvent. On voit que parmi les jeunes, nos compatriotes, il y a l'idée que finalement un régime autoritaire, pourquoi pas. On s'auto-intoxique souvent sur l'efficacité des régimes autoritaires, notamment en matière sécuritaire. En fait, la Russie est un assez bon exemple du caractère dysfonctionnel. Ils vivent, les autorités turques, russes, encore dans un brouillard stratégique. Et sans doute poursuivent-ils des objectifs irréalistes, même avec cette administration américaine. Je ne crois pas que cette administration américaine soit prête à leur donner Kiev. La question de renverser Zelensky, c'est plus difficile. Je crois que ce que veulent fondamentalement les Russes, c'est en fait un accord avec les Américains bilatéral sur la sécurité européenne, de relitigation, comme on dit, de renégociation de l'après-guerre froide. Et je ne crois pas que l'appareil de défense américain soit prêt à cette renégociation dans les termes que voudraient les Russes. Bref, je crois que les Russes sont encore au-delà, très très au-delà, mais vraiment beaucoup, de ce que en fait l'administration Trump est prête à donner. Et donc, comme disait Mike Tyson, vous voyez, j'ai des sources de haut niveau, c'est un soutien républicain, Mike Tyson disait
Everyone has a plan until one gets punched in the mouth. Donc vous avez un plan jusqu'à ce que vous preniez une baigne dans la figure. Et là, on va voir comment réagit une administration Trump qui, en fait, risque d'avoir une réponse qui n'est pas exactement ce qu'elle voudrait. Alors, nous, Européens, nous faisons déjà partie de l'équation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas sur le fait qu'il ne faut pas croire que parce qu'on n'est pas autour d'une table, qui d'ailleurs n'existe pas, parce qu'il n'y a pas physiquement une table avec les Russes, les Ukrainiens et les Américains. Je pense qu'on s'est déjà invité dans la négociation. Je pense que là, il faut vraiment saluer le travail de nos autorités, le travail des Britanniques. Tout ce qui revient, c'est aussi que les Britanniques ont été très actifs en coulisses. Évidemment, les Britanniques l'ont fait fuiter, et c'est très bien. Hier, vous aviez tous les alliés de l'OTAN à Paris à l'invitation du chef d'état-major des armées français, sauf d'ailleurs les Américains. Donc voilà, je pense que les Européens, ils sont déjà à la table et que on va voir si des deux modèles que pointe souvent mon mentor Gérard Haro sur les négociations qu'a conduites Trump, c'est-à-dire soit il lâche tout, ce qu'il a fait avec les talibans, soit il se désintéresse du sujet, ce qu'il a fait avec les Nord-Coréens, lequel il choisit. Lâcher tout, je peux me tromper, mais ce serait vraiment, je pense, irréalisable du point de vue même des Ukrainiens, et deux, du point de vue également des Européens. Donc je ne crois pas à un grand soir immédiat. Merci beaucoup. On va passer un petit quart d'heure de questions. On vous invite effectivement à être les plus brefs possible, si vous le voulez bien. Et puis en dernier lieu, un petit quart d'heure de dédicace pour ceux qui voudront acquérir les ouvrages de Nicolas Tenzer ou de Jean-Michel Blanquer. Et pour ceux qui doivent partir dès maintenant, je voudrais quand même dire, avant de poser une question, que à la table, vous pouvez vous inscrire pour l'université d'été. Rappelons que c'est 28, 29, 30 août à Autun. Il y aura plusieurs débats de ce type, et que vous pouvez aussi être dans la préparation de tout cela, dans les commissions qui reflètent un peu le type de questionnement que nous avons eu ce soir. Donc notez sur vos agendas 28, 29, 30 août à Autun. Merci. Une question. Dans le billard à plusieurs bandes que vous avez décrit, où est la Chine? Comment se positionne ce pouvoir qui semble-t-il être peut-être l'essentiel de l'objectif de Trump, d'aller contre et de trouver une nouvelle alliance contre la Chine? Très bonne question. On groupe avec deux autres questions. Ça va être difficile, il y en a 6 ou 7, mais on va les faire. Question très rapide sur l'impact du retrait des Américains. Quels sont les risques de répercussions, notamment dans les Balkans? On sait que le Kosovo dépend beaucoup des États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas en risque d'avoir un conflit de Balkans qui se réactive? Oui, bonsoir. Moi, lorsque j'ai vu le retournement de la position des Américains, j'ai immédiatement pensé non pas à 1938, mais à août 1939, c'est-à-dire le pacte germano-soviétique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est un peu dans cette situation aujourd'hui et que le grand ennemi public numéro 1 de ces nouveaux empires, c'est l'Union européenne? Et que la volonté de ces empires, c'est la destruction de l'Union européenne? Merci pour cette question, monsieur. De l'autre côté, et après on va aller en profondeur, une femme si possible. Ah oui. J'ai une toute petite question sur le réarmement moral. Comment on va gérer l'Empire Bolloré, son poids sur les médias? Je pense par exemple au JDD, à la couverture du JDD de dimanche dernier, entre mille autres exemples. Merci. Bonsoir, j'ai une question un peu bête et pas vraiment naïve. Alors c'est la question, elle concerne donc l'importance de l'aide à l'Ukraine. N'est-elle pas mesurée pour ne pas froisser le président Poutine? Très bien. Allez, deux femmes et on arrête. Et si à la question concernant la Russie, on ajoutait la Turquie? Sur la Chine, plutôt.
La Chine, pardon, à la Chine. Très bien, merci. Allez, on va faire les réponses. Une dernière question, merci. Et moi, ça concerne l'entrée justement de la Corée du Nord, justement, qui a envoyé des soldats en Ukraine. D'accord. Il y a beaucoup de questions qui portent sur les acteurs dont on n'a pas parlé. Mais vraiment en une phrase. Comment gérer l'interopérabilité de la gouvernance des forces alliées avec des pays, avec les différents pays et avec les forces d'armement? Avec les différents pays, on est 27 plus au sens européen, comme vous l'avez dit, 28 avec l'Angleterre, mais pour retirer la Hongrie et la Slovaquie, donc on est 26. Il faut retirer peut-être un pays qui est l'Italie en quart de voie, des pays qui peuvent véhiculer des secrets, et en termes de pays, mais aussi en termes de force matérielle. Et là, il y a aussi une intrusion, en l'occurrence américaine, avec des pays qui ont eu la grande intelligence depuis 25 ans de commander du matériel américain pour appuyer sur le bouton ou pour les faire marcher en retour de data et d'informations pour l'accord des Américains. Ce qui, en termes de souveraineté, est un exercice intéressant. Très bien, merci beaucoup. Nos deux amis vont regrouper les questions, comme ils le voudront. On va commencer par Muriel, par l'interopérabilité peut-être justement, et puis après, beaucoup de questions portent sur les acteurs externes, ceux dont on a peu parlé ce soir, Chine, Turquie, Corée du Nord. J'en profite pour dire aussi qu'il y a les conflits oubliés. N'oublions pas par exemple les massacres monstrueux qui ont lieu au Soudan. On fera probablement une conférence sur ce sujet. Un des effets de ce type de crise, c'est d'écraser ce qui se passe en Syrie, où il y a eu des massacres épouvantables ces derniers jours. Et c'est aussi un des drames de la situation actuelle que, premièrement, d'ouvrir la voie à ce que chacun joue son rapport de force, y compris dans son coin, et que, deuxièmement, ceci passe un peu sous le radar de l'opinion publique internationale, et puisse ainsi non seulement s'accentuer, mais se perpétuer. C'est important de le dire ce soir. Peut-être Muriel Dorenac peut répondre à certaines des questions comme elle le souhaitera. Elle est particulièrement compétente en plus pour l'interopérabilité, c'était la dernière question, donc je la laisse intervenir. L'interopérabilité, c'est la capacité des forces militaires à travailler ensemble. C'est vraiment le cœur de métier de l'OTAN. La question que, donc pendant qu'on se parle, nos militaires sont toujours à l'OTAN, en train de travailler ensemble. Et ça, je dirais, ça demeure. Votre question porte davantage sur la volonté de différents alliés, y compris les États-Unis, de laisser utiliser leurs moyens dans un sens qui ne correspond pas à leurs priorités politiques. Bon, là aussi, du point de vue français, ça n'est pas une découverte, le fait que l'autonomie industrielle, ça veut dire l'autonomie d'emploi. Je trouve que on joue, nous Français, cette prise de conscience de façon plutôt maligne. On arrive, c'est pas évident, nous connaissons, à ne pas monter sur la table en disant on avait raison. Bon. L'humilité n'est pas toujours notre fort, et donc je trouve que c'est bien de laisser monter cette prise de conscience. Oui, ce qui nous revient sur le bridage d'un certain nombre de moyens américains, c'est un élément de prise de conscience important. Je voudrais quand même souligner le fait que si nous voulons que nos partenaires européens trouvent un intérêt dans l'autonomie européenne, il faut qu'ils aient une base industrielle à défendre. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'industrialisation et de coopération en matière d'armement. Nous, notre base industrielle, qui est très robuste, et vous savez qu'on est le deuxième exportateur d'armement, n'a pas les moyens de remplacer, en termes de capacité de production, la base industrielle américaine. Donc, il faut qu'on arrive à construire des coopérations. Et c'est évidemment un enjeu d'interopérabilité également. Sur les acteurs, je laisserai Nicolas préciser. Bon, le paradoxe, c'est que la Chine est dans une position, disons,
entre l'abstention et les velléités de médiation, mais en tout cas du point de vue ukrainien, et même si elle aide évidemment opérationnellement sur le plan industriel, pas militaire directement, mais elle fournit la base arrière évidemment à la Russie, mais politiquement, elle est dans une position finalement plus médiane, et penser que aux Nations Unies, la Chine s'est abstenue sur une résolution où les Américains refusaient de condamner l'agression russe et qu'Israël malheureusement a voté avec les États les plus autoritaires au monde, c'est un véritable renversement. Mais donc voilà, la Chine, elle joue cette partition. La Turquie, et je termine par là, le jeu turc est intéressant à suivre. La Turquie, elle a entretenu ce qu'on appelle une entente brutale avec la Russie. Et je dirais qu'aujourd'hui, elle est moins portée vers cette entente qu'elle n'a pu l'être antérieurement. Pourquoi? Parce que les Russes ont perdu le chantage qu'ils avaient envers la Turquie, notamment sur la poche d'Idlib. Vous savez que la fixation turque, c'était d'éviter que davantage de réfugiés syriens qui se trouvaient à Idlib, dans la dernière zone tenue par les rebelles, n'arrivent en Turquie. Et aujourd'hui, finalement, le recul russe en Syrie, ça donne de l'air à la Turquie, et donc on voit une Turquie qui se dit prête à déployer des forces en garantie de sécurité en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'elle non plus n'a pas intérêt à ce que l'Ukraine soit dépecée, à ce que la Russie avance ses pions. Et donc, je dirais qu'entre une posture de médiation, je disais la Chine entre abstention et tentation de la médiation, la Turquie entre toujours l'idée qu'elle puisse servir de médiateur, mais aussi elle évolue vraiment vers une posture de soutien même plus opérationnelle encore envers l'Ukraine. Je laisse Nicolas répondre sur la Corée du Nord, les Balkans, Doloré. Pardon. Oui. Pardon. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, quand même, une seconde sur la Chine, malgré tout. Moi, j'ai plutôt un pessimisme sur la Chine parce que je pense qu'il y a eu tant d'illusions. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on avait le discours qui me paraissait quand même assez inepte. Oui, il faudra se rapprocher de la Russie pour contrer la Chine. Après, on a entendu parfois le discours exactement inverse, il faut se rapprocher de la Chine pour contrer la Russie. Pour moi, ça n'a vraiment pas de sens, surtout avec la présidence de Xi Jinping, qui est quand même très différent de Hu Jintao, Jiang Zemin. On n'est plus du tout sur la même ligne non plus, on est sur une ligne de révisionnisme idéologique. Donc en quelque sorte, on a l'impression que parfois la Russie fait la courte échelle à la Chine, dès que la Russie fait le sale boulot, si j'ose dire, mais qu'en fait, d'une certaine manière, la Chine en récoltera les fruits. Alors elle n'a pas envie d'aller effectivement aussi loin, d'être dans l'attaque massive, mais l'idée qu'on pourrait faire une sorte de pas de deux, voilà, et puis aider la Chine ou faire une forme d'alliance avec la Chine quelconque, il ne faut pas l'oublier. Je pense que le danger aussi de la présence chinoise dans un certain nombre de terres importantes pour les Européens, pour les alliés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, etc. Quand on voit, je pense qu'il y a vraiment un besoin aujourd'hui de s'armer aussi considérablement, alors aussi sur le plan économique, je pense au programme, je ne vais pas y insister, le Global Gateway de l'Union Européenne, aussi d'essayer de contrer aussi beaucoup plus la Chine. Donc faisons très attention à cela. Sur la Turquie, oui, je pense que la Turquie vraiment est quand même, je dirais, de plus en plus notre allié, quoi qu'on pense du régime Erdogan. Je pense qu'on en pense tous la même chose, c'est pas le sujet, mais je pense que si on veut être vraiment faire de la réelle politique, on a vraiment intérêt à s'allier et à se renforcer avec la Turquie, qui a aussi un intérêt mutuel et qui a eu longtemps cette politique d'ambiguïté qui, à mon avis, ça va se rapprocher. Sur la Corée du Nord, voilà, elle est du côté, je dirais, de l'axe révisionniste de manière évidente. Et je pense que le fait qu'elle ait pu envoyer, effectivement, elle pourrait encore en envoyer plus si la guerre s'étendait, des soldats mourir, je dirais, pour la Russie.
sans en avoir d'ailleurs conscience eux-mêmes, voilà, montre l'état de ce régime. Ce qui est aussi très frappant, c'est que Trump, d'abord, quand il avait rencontré pendant son premier mandat Kim Jong-un, a redonné un statut à ce pays de 26,4 millions d'habitants, complètement invraisemblable compte tenu de son état réel. Il l'a remis sur la scène, et là, en fait, la Corée du Nord est intervenue aussi parce que ça lui donne une sorte de statut de puissance qu'elle n'est pas, et ça la sort de son isolement fondamental. D'où, effectivement, je pense sur le pacte Molotov-Ribbentrop, je suis assez d'accord. Il y a cette volonté, je pense, très profonde, J.D. Vance à Munich l'a quand même clairement exprimé, de détruire les principes, les valeurs de l'Europe de la part de l'administration Trump. Je veux dire, pour moi, c'est une réalité. Je veux dire, et que vous avez une collusion aujourd'hui, ce qui m'amènera d'ailleurs aussi à M. Bolloré, je dirais une collusion, entre ces différentes puissances révisionnistes qui vont contre les principes et les valeurs fondamentaux que nous dépendons, valeurs des Lumières, valeurs de liberté, valeurs de tolérance, valeurs de société ouverte, valeurs d'ouverture. Et que ça prenne la forme, effectivement, à certains moments, je dirais, d'une forme de pacte de non-agression ou d'une entente encore plus forte avec l'ennemi. Alors là, je parle du côté national, mais je le dirais en France, c'est également le cas pour une partie, je dirais, aussi de la presse ou d'intellectuels, entre guillemets, ou pseudo-tels allemands ou italiens. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, pour moi, peut-être parce que j'étais élevé quand même, en raison de mes parents, dans l'esprit de la résistance, me paraît effectivement une forme de collaboration. C'est un terme qu'on utilise à tort et à travers souvent, mais en l'occurrence, oui, je pense qu'il y a vraiment cela aujourd'hui. Je trouve que c'est très dangereux pour l'Europe et pour la liberté. Merci, Nicolas. Bien, écoutez, il est l'heure de conclure. Je dirais deux mots pour dire qu'à mon avis, le moment est aronien, il est hegelien. Il est aronien, je vous invite à relire Paix et Guerre, lire ou relire Paix et Guerre entre les nations. Jamais nous n'avons eu autant besoin de ce type de grille d'analyse, c'est-à-dire dans une situation éminemment complexe où, comme on l'a vu au début, les changements sont perpétuels. Ce qu'on vient de dire par exemple sur la Turquie est tout à fait typique. La Turquie est notre adversaire sous un certain angle, elle est notre allié sous un autre angle, elle retrouve des enjeux du 19e siècle dans sa reconquête vers la Russie, mais en même temps elle est dans des enjeux du 21e siècle dans ses relations avec l'Europe. Bref, tout ceci suppose des grilles d'analyse qui sont tous sauf binaires, qui supposent d'accepter la complexité. De ce point de vue-là, le moment est aronien. Le moment, enfin, je terminerai là-dessus quand même, est aussi hegelien au sens où nous sommes en train de vivre, sans connaître la suite, et comme dirait Aron aussi, les hommes font l'histoire mais ne savent pas l'histoire qu'ils font. Nous sommes dans un moment de ruse de la raison, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui font des choses qui, si ça se trouve, vont aboutir au contraire de ce pourquoi ils agissent. On vient de le voir dans ce qu'on a entendu à l'instant sur la Russie, puisqu'il est malheureusement possible que historiquement nous soyons dans une phase d'affaiblissement de la Russie, et ça n'a rien de réjouissant dans la durée. Ce pays est éminemment respectable et le monde n'a rien à gagner à une Russie qui serait dans un complet déclin. Pour autant, c'est une forme d'accélération de ce déclin en voulant lutter contre le déclin que peut-être Vladimir Poutine est en train de réaliser. Idem pour les États-Unis, ce que nous sommes en train de voir est peut-être, je dis bien peut-être, un affaiblissement des États-Unis, ne serait-ce qu'en sabrant ses propres alliés, en tirant sur ses amis. Il est rare qu'on gagne grand-chose. Donc il y a quelque chose de fascinant. Je pense que s'il y a bien une chose dont nous devons nous méfier, nous ne devons pas entretenir, c'est la peur. Dans un moment comme celui-là, il y a des forces et des faiblesses, il y a simplement à être à la hauteur de notre histoire. C'est pourquoi je pense que c'est très important d'avoir ce type de réunion, d'abord pour forger l'analyse, la faire évoluer, aussi parce que comme vous le savez, dans le laboratoire de la République, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup sont là dans la salle aujourd'hui, beaucoup aussi dans les universités, les grandes écoles, et il est important que ce type de débat ait lieu, à la fois pour éclairer, mais aussi parce que chacun, comme citoyen, comme dans ses responsabilités, doit agir. Donc merci beaucoup d'avoir été présent et à bientôt.